Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous avoir choisis. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Les cultivateurs de maïs qui sont en train de vendre leur récolte à la Nagueta percevront leur argent à partir de la semaine prochaine. Rendez-vous donné par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La Banque mondiale a envoyé la semaine dernière une haute délégation au Burundi. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, une telle délégation ne se déplace qu'en cas de situation critique. Et enfin, les étudiants de l'INSP réclament leur pré-bourse. Depuis 5 mois, ils ne reçoivent pas cet argent qui les aide à survivre. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, c'est le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, je viens de vous le dire, visite la semaine passée d'une délégation du conseil d'administration de la Banque mondiale au Burundi. Une telle délégation avait visité le Burundi la dernière fois il y a plus de 30 ans, une visite qui, selon différentes sources contactées par la RPA, est faite en cas de situation très critique du pays. Elvis Nyomungere nous fait le point. Cette délégation a visité le Burundi du 4 au 7 de ce mois encore. C'était un groupe de 11 personnes qui ont rencontré différentes autorités du pays. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, son premier ministre, Gervais Ndirakobucha, les autorités en charge des finances du pays, ainsi que des organisations de la société civile sur le compte X de la présidence de la République du Burundi. Ils ont souligné qu'une telle visite datée de 1987, différentes institutions du pays, la présidence et le ministère des Finances ont fait savoir que l'objectif de cette visite était de se rendre compte des réalisations et impacts des projets appuyés par la Banque mondiale, d'échanger sur la situation socio-économique du pays, sur les priorités du pays et les stratégies du développement durable. Des sources concordantes de la RPA expliquent qu'une telle délégation de la Banque mondiale se déplace en cas d'une situation grave. Constituant le groupe de décideurs de la Banque mondiale, ils se rendent sur le terrain pour s'enquérir et même des problèmes à l'origine de la mauvaise collaboration avec cette institution mondiale. Pour le cas du Burundi, nos sources précisent que les relations ne sont pas déjà bonnes entre le Burundi et la Banque mondiale, car le Burundi ne respecte pas les exigences de cette banque et arrive au point même où des financements octroyés par cette banque ne sont pas utilisés dans les grandes parties. Dans son fonctionnement, la Banque mondiale octroie des dons et des crédits au pays, des crédits que ces pays doivent rembourser. Des sources dignes de foi révèlent que le Burundi est vu par la Banque mondiale comme un pays en faillite, incapable de rembourser les crédits donnés. Cette haute délégation de la Banque mondiale s'est donc rendue sur le terrain pour s'informer elle-même des raisons à l'origine de la situation, mais également voir les possibilités de collaboration qui restent et les moyens d'aider le pays à se remettre sur les rails. Après la visite de cette haute délégation de la Banque mondiale, les acteurs du secteur financier du Burundi sont optimistes car le groupe a promis des financements. L'octroi de plus de 100 millions de dollars pour lutter contre les inondations serait, explique nos sources, une façon de la Banque mondiale de voler au secours du Burundi en carence de devises et ainsi lui permettre de faire quelques importations urgentes comme celle du carburant et des médicaments. Merci Elvis Nyomungere. Le conflit entre le Burundi et le Rwanda était au menu des discussions dans la retraite des ministres chargés de la coopération dans les pays de l'EAC. Cette rencontre régionale a été organisée en Tanzanie. Emile Nibasumba nous fait le point. Les participants à la retraite se sont convenus que les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Burundi se rencontreraient au plus tard le 31 octobre prochain pour mener des discussions liées au conflit qui oppose les deux pays.
Cette retraite de 3 jours qui a pris fin ce lundi a rassemblé les ministres des Affaires étrangères et ceux en charge des affaires de la communauté est-africaine des pays de la même communauté. Le communiqué sanctionnant cette retraite organisée sur l'île de Zanzibar en République unie de la Tanzanie précise qu'elle a eu lieu suivant les recommandations du 23e sommet extraordinaire des chefs d'État tenu le 7 juin dernier. Les participants à cette retraite ont également encouragé les pays membres à utiliser les mécanismes existants au sein de la communauté est-africaine pour résoudre leurs conflits. Ces ministres des pays de l'EAC se sont dit également préoccupés par la détérioration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ils se sont toutefois réjouis de la trêve de 2 semaines négociée par les États-Unis d'Amérique. Pour eux, cette guerre devrait prendre fin une fois pour toutes. Dans cette retraite, le Burundi était représenté par Albert Shingiro, son ministre des Affaires étrangères. RPA. Et parlons droit de l'homme à présent. Une famille de la commune Bwambarangwe en province Kirundo alerte pour un des membres de cette famille qui a été enlevé par les agents de la documentation en province Muyinga. Une semaine après son arrestation, la famille ne connaît pas les motifs ni le lieu de sa détention. Nadège Irakodze. Ce citoyen qui a été enlevé mardi de la semaine dernière est connu sous le nom de Niwizi Epitas Ismaël. Il est originaire de la colline Buhoro, commune Bwambarangwe en province de Kirundo. Il a été arrêté puis embarqué dans un véhicule aux vitres teintées par les agents de la documentation à Kobero en commune Butihinda. C'est en province de Muyinga où il était commerçant selon un des membres de sa famille. Cet homme est un commerçant à Kobero. Il s'appelle Niwizi Epitas et son nom de religion musulmane est Ismaël. Il est originaire de la colline Buhoro, sous-colline Buchamihigo, commune Bwambarangwe en province de Kirundo. Il a été enlevé mardi dernier et jusqu'aujourd'hui, sa famille l'a cherché mais en vain. Le jour de son enlèvement, il a été embarqué dans un véhicule aux vitres teintées. C'était vers 5h30 quand il se rendait à la mosquée pour la prière matinale. Au moment où elle vient de passer une semaine sans être signifié le lieu de sa détention ainsi que les raisons de son enlèvement, sa famille plaide que la vie du leur soit épargnée. Elle demande aussi à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, de l'aider à connaître où Niwizi Epitas Ismaël est détenu et qu'il soit également relâché car selon sa famille, il n'a rien fait de mal. Libération la nuit de ce lundi 8 juillet 2024 de 2 responsables du parti CNL sur la colline Nyabunyegeri, zone Rubirizi, commune Motimboudi en province Bujumbura. C'est après 4 jours de détention. Arrêté la nuit du jeudi 4 juillet, Syriac Ndouimana, responsable collinaire du dit parti, et Olivier Chimilimana, chargé de l'idéologie sur la même colline, ont été sérieusement tabassés par des Imbonerakure, dirigés par le nommé Jean-Marie Bachamugwango, surnommé Maheke, avant d'être conduits au cachot de la zone Rubirizi. Le lendemain, les 2 militants du CNL avaient été conduits au bureau du service des renseignements en mairie de Bujumbura, où ils ont passé la nuit, puis ramenés au cachot de la zone Rubirizi. Les informations fournies par leurs proches indiquent que les 2 jeunes gens ont été libérés moyennant paiement à 2 d'une somme de 250 000 francs burundais. Certains habitants de la colline Nyabunyegeri s'insurgent contre ce comportement des Imbonerakure qui arrêtent injustement les gens afin de leur soutirer de l'argent. La cohabitation n'est pas parfaite entre l'usine de fabrication du ciment Buseko et la population du quartier Karurama au chef-lieu de la province Chibitoke où est implantée l'usine. Depuis des années, cette population ne cesse de demander la délocalisation de cette usine qui, selon elle, a des effets nuisibles aussi bien sur leur santé que sur leur sécurité. Même si les hautes autorités du pays font semblant de comprendre les doléances de cette population, aucune action n'a été menée jusque-là. La RP a décidé de revenir sur le dossier. Eric Nionzima.
C'est dans le quartier Karurama où se trouve implantée l'usine de fabrication du ciment Buseko. Tout autour de l'usine se trouvent des ménages. En 2008, le gouvernement avait procédé à la viabilisation du quartier Karurama pour ensuite passer à l'attribution des parcelles et les autorisations de bâtir par après. Les préludes de ces activités de l'usine Buseko ont commencé en 2010 dans un terrain qui abritait la PTC Burundi Tobacco Company, l'usine qui à l'époque fabriquait le tabac. La Buseko était une minuscule usine en 2012 et les premiers sacs de ciment produits par Buseko ont commencé à sortir cette année même. 10 jours au lendemain, la population environnante n'a cessé d'assister au gonflement de l'usine. De 2012 à 2015, l'usine Buseko s'est vue attribuer un autre espace dans la partie qui devrait servir de construction de maisons d'habitation et en acheter d'autres terres auprès de particuliers. C'est en 2015 que la population autour de Buseko a commencé à sentir les effets d'habiter à proximité de cette usine. Et à partir de 2016, la situation devenait de plus en plus insupportable. Des pollutions de tout genre posées par les activités de Buseko mettent directement en danger la vie de plus de 200 ménages. Mais seule la population locale, c'est tous les chefs-lieux de la province qui est exposée. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. La deuxième campagne de collecte des récoltes de maïs par la Nagesa va se terminer dans 4 jours, puis s'en suivra le paiement des agriculteurs. Cela a été déclaré ce lundi au cours d'un point de presse animé par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Prosper Dodico a également présenté le bilan des récoltes déjà collectées durant la première campagne et la deuxième campagne qui est toujours en cours. On l'écoute. Le ministère profite de cette occasion pour rappeler que la campagne de collecte de maïs se clôture ce samedi le 13 juillet 2024 afin de commencer le remboursement des agri-éleveurs dès ce lundi le 15 juillet 2024. Comme bilan des campagnes d'achat de maïs, on a obtenu lors de la première campagne plus de 36 000 tonnes, c'est-à-dire 36 053 kilos, qui ont été déjà payés. Pour cette deuxième campagne, plus de 32 000 tonnes, c'est-à-dire 32 683 kilos, ont été déjà collectés, ce qui totalise déjà plus de 60 000 tonnes, c'est-à-dire 68 000 tonnes 737 kilos, auxquelles s'ajouteront les quantités de maïs à collecter depuis aujourd'hui le 8 jusqu'à samedi le 13, le jour de clôture. Nous demandons aux agri-éleveurs de respecter ce calendrier. C'est toujours le journal de la RPA, page éducation à présent. Je vous l'avais dit au début, les étudiants de l'Institut national de santé publique INSP ne perçoivent pas de pré-bourse depuis déjà 5 mois. Menant une vie très difficile, ces étudiants demandent au gouvernement et aux chargés du département des pré-bourses de faire tout leur possible pour qu'ils puissent avoir cet argent. Visitez avec Éloge Divin, les Miches. Certains étudiants de l'Institut national de santé publique révèlent qu'ils viennent de passer 5 mois sans percevoir de pré-bourse. Seuls les étudiants de la première année ont déjà obtenu 2 mois seulement. Et ces étudiants de se lamenter qui ne sont jamais signifiés de vraies raisons derrière les retards déjà enregistrés. Témoignage de l'un de ces étudiants. Nous allons boucler le 5e mois de la fin de ce mois de juillet sans que le pré-bourse réservé à chaque étudiant des universités publiques ne soit déposé sur nos comptes respectifs. Donc, aucun étudiant n'a eu son pré-bourse durant toute cette période. Vu ce retard, nous avons dû nous adresser à la représentation générale des étudiants de l'INSP et quant à eux, ils avancent des motifs que nous jugeons insignificatifs et infondés qu'il nous faut tomber dans un environnement de confusion. Actuellement, ces étudiants demandent au ministère de l'Éducation de trouver dans les brefs délais une solution à cette problématique. Nous lançons un appel vibrant au ministère ayant l'éducation dans ses attributions, via le bureau des pré-bourses et des stages, de pouvoir nous venir en aide dans les médias, vu que la vie dans le pays entier continue à devenir misérable en nous donnant le pré-bourse des mois déjà passés.
La RPA s'est entretenue avec certains agents du service chargé de l'octroi du prêt bourse. Ils ont confirmé les lamentations des étudiants de l'INSP. De leur côté, ces agents indiquent que ces retards ont été causés par certains ajustements opérés au sein de leur service. Ils ont également tenu à tranquilliser ces étudiants de l'INSP qui vont être régularisés à la fin de ce mois de juillet. Et dernier dossier de ce journal, début ce mardi de l'examen d'État dans tout le pays. Les centres de passation sont au nombre de 107. Un examen qui donne accès aux élèves qui terminent le cycle post-fondamental à l'université. Ainsi, au niveau national, 51 290 élèves ont passé l'examen. Selon François Havyalimana, ministre de l'Éducation nationale, beaucoup de ceux qui ont fait cet examen sont des filles. Parmi les candidates, il y avait celles qui n'étaient pas attendues. Suivez François Havyalimana, ministre de l'Éducation. Il y a des élèves qui sont venus alors qu'on ne s'attendait pas qu'ils vont se présenter aux différents alliés de passation de l'examen. Dans ce cas, les questionnaires d'examen sont devenus insuffisants, mais ce problème a été vite résolu. Il y a aussi une catégorie des élèves rapatriés qui sont venus pour nous demander s'ils peuvent passer l'examen et nous leur avons autorisé de passer l'examen, mais les points sont retenus en considération après la vérification de leurs documents après l'examen. Au total, l'effectif des candidats à cet examen est de 51 296 élèves. Parmi eux, plus de 54% sont des filles. Vous comprenez qu'il y a eu une évolution du fait que les filles ont répondu massivement à la passation de cet examen. En plus, le même examen s'est déroulé sur 107 centres au niveau national et parmi les 107 centres, un se trouve à Nairobi, au Kenya. C'est parce qu'il y a des élèves qui ont étudié dans le programme du Burundi de Sirikuluwa. Parmi ces candidats qui sont en train de passer l'examen, il y a 791 qui ont fait l'enseignement paramédical. Et voilà, c'est sur cette voix du ministre de l'Éducation nationale que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellent moment chez vous.